Bonjour Jean-Luc Touraine. Bonjour. Vous êtes député du Rhône, vous êtes député La République En Marche et vous êtes l'un des personnages clés de cette grande réforme qui est en ce moment discutée à l'Assemblée sur la bioéthique et en particulier sur les aspects PMA pour toutes. Vous avez été l'auteur d'un rapport préalable à l'établissement de ce projet de loi et vous êtes le rapporteur pour les articles 1er et 2 du projet de loi, évidemment ce qui concerne la bioéthique et la PMA pour toutes les femmes. On a déjà eu une première journée de débat dans l'Assemblée, en hémicycle, un débat assez calme. Est-ce qu'il n'est pas trop calme? Je veux dire, est-ce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui à l'Assemblée ou est-ce qu'il n'est pas un peu confisqué? Non, non, il y a vraiment débat et je vous assure que dans les jours qui viennent, dans cette semaine, il va y avoir des débats passionnants, peut-être même passionnés. Mais en tout cas, il y a des points de vue divers et moi j'ai une très grande considération pour des points de vue qui sont différents de ceux que nous proposons. Mais c'est normal. Des questions comme celle-ci, il n'y a pas une vérité absolue. Ouais, et elle touche à la sensibilité de chacun. Ouais. Et nous sommes le fruit de notre histoire, de notre éducation, de notre culture. Il est normal que certains, et c'est légitime, soient imprégnés de traditions qui leur rendent difficile l'acceptation des modes divers de famille aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, plus de la moitié des enfants en France naissent hors mariage. C'est une situation très différente de ce qu'on connaissait il y a 30 ou 40 ans. Et donc, cette diversité des familles implique évidemment que les lois s'adaptent à cela. Mais je comprends que certains soient embarrassés avec cette évolution. Par contre, d'autres se disent, faisons en sorte que ces femmes qui aujourd'hui recourent à la PMA de façon artisanale en France, ou en allant en Belgique, en Espagne, ailleurs, qui sont des milliers en France, faisons en sorte que ça soit organisé comme il faut, et rendons-nous compte qu'au bout du compte, leur enfant et elles-mêmes arrivent à s'épanouir. Vous dites l'évolution du mode de vie qui implique que la loi soit adaptée. C'est à quelques mots près ce que vous venez de formuler. Ça veut dire que lorsque la société continuera à évoluer sur ces sujets, la loi devra s'adapter? La loi ne doit pas toujours suivre les mœurs. Loin s'en faut, loin s'en faut. Mais par contre, la loi ne peut pas ignorer, ou du moins les parlementaires ne peuvent pas ignorer ce qui se passe. Quelle est l'autorité ou qui dit, eh bien non, à ce moment-là, la loi ne suivra pas l'évolution de la société? Vous voyez à quoi je fais allusion? Bien sûr. Je fais allusion à l'étape suivante, celle qui est dénoncée par certains d'opposants à la PMA pour toutes, la gestation pour autrui, la GPA. Vous avez parfaitement raison. Il est important de mettre des garde-fous. Je crois que chaque fois, il faut se demander, est-ce que les inconvénients, la remise en cause de nos fondements, est-ce que tout ça doit nous conduire à ne pas accepter ce que demande pourtant une grande partie de l'opinion? Et donc, dans ces cas-là, il faut savoir résister. Par contre, si cette évolution que la société française a connue depuis 20 ans à peu près, si cette évolution paraît raisonnable, si elle n'a pas d'inconvénients, si nous avons des études comme c'est le cas, des études qui, au niveau international, montrent que ces enfants s'épanouissent parfaitement bien. Jean-Luc Touraine, tout ça, c'est au fond un ressenti. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait dire que la GPA, qui ouvrirait en fait le fait d'avoir des enfants à des couples homosexuels d'hommes, qu'est-ce qui vous fait dire que ça n'est pas raisonnable? D'abord, c'est un bond éthique beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand? Oui, la PMA est autorisée, parce que la PMA est autorisée pour les couples hétérosexuels. Pas pour les couples. D'autre part, les femmes homosexuelles ont le droit d'adopter des enfants et donc on leur reconnaît la capacité à bien les élever. Donc de dire que ces femmes ont le droit de... Mais les couples homosexuels, hommes aussi? Oui, mais les couples homosexuels ne peuvent pas anatomiquement porter un enfant. Vous m'accorderez qu'il y a une grande je vous suis différence. sur ce point. Mais vous pensez que la société, si elle évolue, n'entraînera pas une évolution de la loi? C'est bien ce que vous me dites? Alors, je vais être plus prudent que ça. Je dis que ça n'est pas naturel que l'évolution se fasse, que le bond éthique est beaucoup plus grand. Je ne dis pas pour autant qu'un jour ou l'autre, la France ne fera pas comme la plupart des pays qui nous entourent et qui sont de développement comparable, une distinction parmi les GPA pour dire la GPA éthique, celle qui est sans aucune commercialisation, sans aucune exploitation du corps de la femme, simplement dans un environnement de proximité, une sœur par exemple qui veut aider sa propre sœur qui n'a pas d'utérus. Alors,
elle porte l'enfant de sa sœur, qui a les ovocytes de sa sœur, et qui lui permet. C'est des choses qui existent depuis l'Antiquité. Dans la Bible, on avait déjà des exemples. Et comment dire, dans la France rurale de jadis, des dons d'enfants à naissance existaient. Donc, il y a aujourd'hui une possibilité que, par exemple, nos amis britanniques et beaucoup d'autres font. Vous savez que les pays qui interdisent la GPA éthique, cette GPA altruiste, les pays qui l'interdisent au niveau mondial sont très peu nombreux. Ils se comptent sur les doigts des mains. Et donc on voit que l'évolution peut ou pourrait se faire. Mais ça demande une réflexion prolongée. Parce qu'aujourd'hui, le pays n'est pas mûr. Il faut arriver à expliquer, pendant des dizaines d'années peut-être, à toute la population, quelle est la différence. Parce qu'il y a le mal, qui est la commercialisation, l'exploitation du corps de la femme. Ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Ce qui se passe dans certains pays, avec des femmes pauvres qui se font payer pour porter les enfants d'autres personnes. La marchandisation du corps humain. C'est tout à fait intolérable. Et on sait même qu'il y a, par exemple, aux États-Unis, des actrices, simplement pour ne pas avoir leur corps modifié pendant quelques mois, qui ont recours à cela en payant des femmes porteuses. Eh bien, ceci n'est pas acceptable. Jean-Louis Touraine, quelles sont les limites aujourd'hui que vous posez pour toujours? Il y a un débat en ce moment à l'Assemblée sur, par exemple, la PMA post-mortem, c'est-à-dire la possibilité pour une femme d'utiliser des gamètes de son compagnon après sa mort. Pour combien de temps mettez-vous cette limite? Moi, personnellement, la PMA post-mortem, non seulement ne me choque pas, mais elle me paraît naturelle. Dès lors que vous concédez aux femmes seules la possibilité d'avoir une PMA, vous ne pouvez pas dire à une veuve qu'elle aurait le droit d'utiliser des gamètes venant d'ailleurs, mais elle n'a pas le droit de porter son propre embryon qu'elle a conçu dans un projet parental avec son propre mari. Donc, naturellement, cette PMA post-mortem signifie... Donc vous êtes pour. Le gouvernement est contre, vous êtes pour. Vous pensez qu'il faut faire... Mais il va y avoir un débat. Il va y avoir un débat. Et vous voterez pour. Dans la commission qui s'est tenue il y a 10 jours, les voix étaient très très partagées. Et le non à cette évolution est passé à 2 voix près, 1 ou 2 voix près. Autre demande d'un certain nombre de députés, je ne sais pas si vous la partagez, la PMA ouverte aux couples transgenres. Oui, c'est assez délicat à aborder parce qu'il y a plusieurs variétés de couples transgenres. Mais là encore, la prohibition absolue est assez néfaste. Ce sont des personnes, quand on les interroge, on en a auditionné beaucoup pendant des heures et des heures, ce sont des personnes qui aspirent à une seule chose, c'est d'avoir une vie normale, de famille, une vie permettant d'élever des enfants. Donc, et les enfants que nous avons interrogés... Oui, à l'évolution de la PMA, y compris pour les personnes transgenres. Oui, puisque ces personnes, et les enfants surtout, notre préoccupation première, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Les enfants dans ces familles-là se développent normalement, ne souffrent d'aucune particularité, et les parents se comportent avec eux d'une façon tout aussi bonne que les autres parents. Donc tout ça, je pense que tout ça, l'histoire le démontrera d'une manière ou d'une autre. Juste un mot quand même sur, c'est un mot que vous avez utilisé, la sensibilité de chacun. Ce débat en appelle à la sensibilité de chacun. Est-ce que, par exemple, comme Marine Le Pen le propose, il ne faudrait pas recourir au référendum pour demander aux Français, au fond, en leur âme et conscience, à chacun, non pas au travers d'un député, vous par exemple, ou d'autres, est-ce que vous êtes pour ou contre? Alors, en l'occurrence, c'est malaisé. On sait déjà l'opinion de la population française. Oui, on sait ça n'est pas un référendum. Non, mais on sait que les 2 tiers des Français y sont favorables aujourd'hui. Et donc, on peut anticiper le résultat. Et surtout, la difficulté, c'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est de dire PMA pour toutes. Mais en réalité, ça conditionne beaucoup d'autres choses qui sont très complexes, avec beaucoup de questions. Des problèmes de filiation, etc. Exactement. Mais sur le fond de la loi, le problème le plus intime et qui touche le plus à l'éthique de chacun, c'est bien la PMA pour toutes. Donc non au référendum pour vous? Moi, je pense que le référendum n'apporterait pas en réalité la réponse escomptée, et surtout ne donnerait pas les moyens de réaliser les aspects qui protègent l'enfant dans des conditions de filiation de bonne qualité, dans les possibilités d'accès à leurs origines, qui sont des éléments tout aussi importants de la loi actuelle, mais qui comportent une bonne douzaine de questions qu'il faut modifier dans l'arsenal législatif français. Vous savez, nous sommes très prudents. La France se singularise avec sa loi de bioéthique, surtout le sujet bioéthique. Les autres pays n'ont pas cela. Et grâce à notre arsenal législatif, en réalité, nous avons un système qui évolue très lentement, très prudemment. Nous avons commencé en 1994 avec beaucoup d'interdits.
Aujourd'hui, nous levons quelques-uns de ces interdits parce que nous avons l'expérience qui nous montre que ce n'est pas dangereux. Et c'est un bouleversement juridique qu'on va suivre avec vous. Merci Jean-Luc Touraine.